tout d'abord, moi, je voulais replacer la notion de droit, enfin, reparler du droit et dire que le droit peut apporter certaines réponses. Évidemment, il faut une volonté politique pour imprimer ce droit, mais le droit peut apporter certaines réponses au regard de l'urgence écologique et à l'ère de l'Anthropocène. Alors, il y aura beaucoup de mots, mais ces mots sont aussi importants, et c'est ce qu'on s'était dit aussi avec Catherine, qu'il fallait effectivement mettre des mots et expliquer les mots, avoir vraiment un travail sémantique important. Alors, le droit, rappelons-le, c'est un construit social qui est le reflet de valeurs qui sont véhiculées au sein d'une société. Et je retiens les travaux d'Olivier Jouan-Jouan et de François Host qui rappellent que les instruments ou les techniques juridiques sont à la disposition d'une philosophie ou d'un projet politique. Alors, ce rappel peut à la fois nous alerter sur le bien fondé du système politico-juridique à l'origine de la dégradation de la planète et des conditions sanitaires du vivant, mais aussi en même temps nous permettre de mobiliser ce que Mireille Delmas-Marty nomme les forces imaginantes du droit pour penser effectivement à un changement de paradigme juridique. Et donc l'objectif de cette construction juridique sur les communs naturels, c'est effectivement de participer à la transformation écologique et sociale de notre société en proposant donc une nouvelle approche et traduction juridique des relations homme-nature. Alors, pour ce faire, on va se poser la question de qu'est-ce qu'un commun naturel, ce qui n'est pas forcément évident. Ensuite, j'aurai un temps important sur les ancrages conceptuels et qui ne sont pas forcément et pas peu juridiques finalement. Et ensuite, donc, je passerai à la traduction et aux apports juridiques de cette représentation. Alors, qu'est-ce qu'un commun naturel ? C'est une entité, un ensemble, donc j'ai essayé de faire des petits schémas, moi je suis très schéma, donc un ensemble composé donc à la fois d'une communauté du vivant, et on regroupe le vivant humain et le vivant non humain, ensuite d'un objet, qui est donc un objet du ou en commun. Ça peut être la planète, ça peut être un milieu, un écosystème, une espèce, les espèces, l'air, l'eau, et des relations. Des relations, effectivement, c'est ce que j'ai mis là, des relations entre les humains et les non-humains vivants et la communauté et l'objet. Alors, j'ai un autre schéma, mais voilà. Et donc, ce commun, c'est une entité aussi, une unité systémique, dans le sens où, effectivement, vous avez des différents éléments, et ces différents éléments sont reliés, et vous avez des relations entre ces différents éléments. Donc, une unité relationnelle et fonctionnelle, donc faite, et ça sera important, et c'est ça qu'il faut, sur quoi il faut focaliser, ce sont des relations d'interaction, interaction dans le sens action, rétroaction, et d'interdépendance, et on le reverra avec la notion de solidarité. J'insiste aussi sur le fait de dire, et ça je ne le mets pas là, et je me mets plutôt là, que ce système est un système donc, non pas statique, mais dynamique. Vous avez cette idée effectivement de mouvement, de trajectoire, et ça s'insère effectivement dans le temps. Donc vous avez une continuité, et effectivement, ce n'est pas à un instant T qu'on va le photographier. Ce système, il évolue tout le temps. Et ça, c'est important, et c'est vrai que le droit a des difficultés, en tout cas, pour saisir ce dynamisme. Et donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir y retrouver ces idées de processus et de cycle. Alors, là, j'anticipe un peu. Effectivement, les communs naturels, pour préciser, et je me retrouve dans ce que disait Catherine aussi, une difficulté, c'est de vouloir tout traiter pareil. Or, effectivement, pour moi, les communs naturels se regroupent finalement en deux catégories.
vous avez, pour moi, les communs naturels universels. On peut distinguer les communs naturels universels et les communs naturels territorialisés. Alors, tout d'abord, les communs naturels universels, donc qui sont composés effectivement toujours dans le même schéma d'une communauté et d'un objet, mais cette communauté, donc ici la communauté, elle concerne l'espèce humaine, l'humanité, c'est-à-dire les humains présents et les humains futurs, et vous avez donc aussi le vivant non humain, les espèces, la biodiversité, y compris donc génération présente et génération future. Et puis, donc ça, c'est la communauté. Et en objet, vous avez effectivement les objets qui sont nécessaires à la santé des humains et des non-humains, qui conditionnent la survie du vivant, des générations présentes et futures. Et donc, effectivement, ce sont des objets qui sont matriciels dans le sens où ils sont générateurs ou l'essence même de la vie sur Terre. Alors, vous avez un commun naturel, le commun naturel par excellence, donc qui va être la planète, et puis, et donc en associant l'humanité et la biosphère, et puis vous avez d'autres communs naturels universels, donc au pluriel, et effectivement, avec effectivement des objets qui peuvent être spécifiques, si vous voulez, plus spécifiques, donc l'eau, l'air, la biodiversité, une espèce, et donc ça, c'est ce qu'on va retrouver ensuite qualifié de choses communes. Vous avez, donc deuxième catégorie, vous avez les communs naturels territorialisés. Donc un commun naturel territorialisé, c'est un échelon inférieur et matérialisé par rapport effectivement au commun naturel universel. Donc, dans ce commun naturel territorialisé, vous avez une communauté d'humains et de non-humains qui est une communauté qui est déterminable en fonction de son lien de rattachement avec l'objet. Ça peut être effectivement les habitants, les usagers, un propriétaire. Ça peut être donc les habitants humains, non humains aussi, donc les populations d'animaux et de plantes qui sont concernées par l'objet. Et cet objet donc est localisé et forcément territorialisé et donc est une unité fonctionnelle systémique. Et donc, ça peut être un écosystème, comme un fleuve, comme une forêt, ça peut être aussi plus réduit. Donc, c'est un écosystème plus ou moins important. Donc, je vous ai donné un exemple pour un commun forestier ou fluvial, pardon. Donc, on va réunir effectivement des entités naturelles diverses, donc des espèces, des populations d'espèces, faune, flore, un milieu avec de l'eau, de l'air, du sol, et une communauté humaine, et cet ensemble forme un tout spécifique, systémique, et effectivement, dans ce cadre-là, certaines composantes ou l'objet même peut être approprié. Alors, tout ça, donc voilà, en gros, cette construction. Maintenant, effectivement, les ancrages conceptuels. Donc, pour appréhender cette construction, il faut absolument parler de concepts ou des idées qui la sous-tendent. Et finalement, il vaut mieux en parler parce qu'autrement, on n'arrive pas à saisir l'ensemble. Donc, cette théorie, elle est construite comme une alternative à un choix qui, moi, me semble fermé et qui existe actuellement entre un individualisme et une individualisation qui mène à l'appropriation de la nature en tant que bien, ou au contraire la personnification juridique, subjectivation de la nature, confortant l'opposition homme-nature. Donc ça, c'est la première branche du choix. Et la seconde, c'est une vision d'un État protecteur, garant de l'environnement en tant que gardien de l'intérêt général, alors qu'effectivement, aujourd'hui, on peut constater un certain désengagement, déresponsabilisation, défaillance de l'État. Alors, c'est une alternative dans la lignée qui s'inscrit dans la lignée de la réflexion d'Eléonore Ostrom sur ses travaux sur les communs, comme une troisième voie entre le marché et l'État. C'est un prolongement de cette
ça s'inscrit dans le prolongement de ses travaux, dans la mesure où effectivement Eleonore Ostrom est une économiste et elle n'a travaillé que, entre guillemets, sur les communs territorialisés. Alors qu'effectivement, cette notion de commun est plus large. Cette théorie donc, se distingue aussi de l'approche relative à la personnification de la nature, hein, qu'on peut voir apparaître avec le mouvement sur les droits de la nature, puisque dans cette théorie sur les communs naturels, on met en avant la coexistence des êtres vivants, la communauté de vie du vivant humain et non humain, et en n'opposant pas les intérêts humains et les intérêts des non humains. Et précision encore, cette théorie ne se résume pas à un approfondissement du régime de la chose commune, donc on ne se focalise pas sur l'article 714 et sur la chose commune, ce que j'avais fait moi au départ dans mes travaux, mais on va au-delà, puisque le commun, la chose commune, finalement se retrouve au niveau de l'objet du commun, hein, et pas du commun naturel dans son entier. Donc le commun, ce n'est pas seulement un objet, c'est aussi une communauté, donc c'est un système qui intègre l'humain et le non-humain de manière générale. Alors, pour cette théorie, toujours, on se fonde sur l'idée d'une relation homme-nature inclusive dans un monde commun. Donc là, on peut faire référence à Philippe, aux grands travaux de Philippe Descola, hein, qui a déconstruit la scission, la séparation homme-nature, et qui a mis en évidence aussi que les non-humains peuvent être considérés comme des partenaires sociaux. Donc, on a la possibilité, hein, d'associer la nature et la culture, de passer de la vision d'un homme dominant la nature à un homme non seulement membre de la société espèce humaine, mais aussi faisant partie d'une communauté de destin avec le vivant et qui intègre un système complexe écologique, un système dont il dépend intégralement. Alors, cette approche dépasse, on voit bien, la vision purement utilitariste ou individualiste de la nature et effectivement conçoit un monde commun aux humains et aux non-humains. Et donc, au lieu d'opposer les intérêts entre nature et culture, entre humains et non-humains, ou entre objet de droit et sujet de droit, cette approche met en avant une convergence des intérêts, une communauté d'intérêts, et propose donc un changement de paradigme juridique. Et on propose effectivement de passer d'un droit qui repose sur la séparation, la dichotomie sujet-objet de droit, d'un droit qui oppose deux intérêts, intérêt humain, intérêt non humain, à un droit de relation, fondé sur les relations, sur la solidarité, et qui organise donc un vivre ensemble et une mise en commun d'un monde commun. Autre ancrage, c'est la notion effectivement de solidarité écologique et d'interdépendance. Donc ça, ce sont des travaux qu'on a réalisés effectivement dans le cadre d'un groupe de travail dirigé par Agnès Richelot. On part de la notion effectivement de solidarité écologique, qui est une représentation des interdépendances en référence au système écologique et aux relations vitales entre humains et non-humains. Donc, c'est une solidarité des systèmes sociaux et systèmes écologiques. On se fonde sur les travaux de Raphaël Madvé et en sachant effectivement que dans ce cadre-là, les relations humains, non-humains sont des relations qui ne sont pas forcément symétriques, hein, au contraire, qui sont asymétriques et déséquilibrées. Puisque, effectivement, Catherine en a parlé, si l'homme dépend de manière vitale de la Terre, la planète, elle, ne dépend absolument pas de l'homme pour sa continuité, hein, et peut effectivement se passer tout à fait de l'humanité. Donc, en fait, quand on pense continuité ou maintien de la biosphère, finalement, on a dans l'idée, effectivement, d'une planète niche écologique de l'humanité. Ça, c'est des relations effectivement asymétriques, déséquilibrées. Et puis, rappeler aussi que ce ne sont pas tous les humains qui détruisent les conditions de vie de la planète, mais principalement certaines activités humaines qui nuisent au bon fonctionnement de la planète. Et là, je fais référence aux travaux notamment de Jean-Baptiste Fresso. Donc,
Ce principe de cette solidarité se traduit juridiquement maintenant dans un principe qui est inséré dans le Code de l'environnement, donc au niveau des principes fondamentaux du droit de l'environnement, et qui qui n'a pas été défini dans le Code de l'environnement, mais qui est effectivement défini dans nos travaux qu'on a réalisés avec Agnès Michelot comme un principe, je vous ai donné la définition, comme un principe selon lequel les interdépendances des écosystèmes des êtres vivants, dont l'humain, et des milieux naturels et artificialisés sont reconnus et guident toute action, pratique et décision. Donc, un principe extrêmement important dans cette idée de commun naturel. On s'ancre aussi sur la notion de partage. Et là, effectivement, il faut préciser ce qu'on entend par partage. Donc, c'est un partage comme une mise en commun, c'est-à-dire qu'il ne porte pas sur la répartition ou la distribution de la planète ou de ses ressources, comme des parts de gâteau qu'on se répartirait, puisque effectivement le système est global et que l'humain ne peut pas se permettre cette appropriation, cette répartition, mais c'est un partage qui correspond non pas à une répartition ou une distribution, mais à un partage d'un monde unique et donc à une mise en commun de ce monde unique au sein d'une... Et là, au lieu de parler d'une part de gâteau, on parlerait d'un four à pain dans un village où effectivement on est obligé de conserver ce four à pain et chacun va pouvoir y faire cuire éventuellement son pain ou retirer le pain. Mais ici, le partage, c'est le partage du four à pain qu'il faut conserver. Et donc effectivement, vous avez cette idée de mise en commun qui est extrêmement importante. Autre idée aussi, ou concept, c'est la notion de monde relationnel et de vivre ensemble. Et là, je fais référence aux travaux de François Hosc, qui dit que le monde des communs est un monde relationnel, donc on ne met pas l'accent sur le sujet ou l'objet de droit, mais ça je l'ai dit tout à l'heure, mais sur la relation. Et donc, c'est un monde qui s'inscrit non pas dans une logique d'élimination, d'exclusion, de remplacement ou d'opposition d'intérêts entre humains et non humains, mais plutôt dans une logique de partage, au sens de mise en commun au sein d'une communauté de vie, dans une logique d'inclusion et de rééquilibrage des rapports ici homme-nature, puisque effectivement, dans le sens où l'homme participe de la nature et effectivement, pour lui, la planète est sa niche écologique. Je fais aussi référence aux travaux évidemment de Dardot et Laval, qui disent que le commun est un en commun en tant que vivre ensemble, donc cette notion de vivre ensemble. Alors, ça m'amène effectivement à dire, en fonction de ces différents ancrages conceptuels, qu'il est clair qu'il faut, alors en droit interne, distinguer les communs et les biens communs, puisque effectivement, en droit interne, les biens sont des res propriae, des choses appropriées, et les biens communs, quand on parle de biens communs, on va plutôt parler de choses qui sont soumises à la propriété collective. Alors, si on sort effectivement du droit, ces biens communs peuvent être utilisés, mais à ce moment-là, ça a des origines morales ou religieuses. Donc, on n'est plus dans le droit. Alors, on a vu effectivement que au niveau international, les biens communs peuvent être attribués à l'humanité, mais à ce moment-là, on voit qu'on est décalé par rapport à cette construction, à cette théorie sur les communs naturels, puisque donc ici, on aurait des biens communs et la communauté serait l'humanité. Et donc, on n'a pas cet ensemble systémique intégrant effectivement la communauté dans le commun. Donc, on focaliserait uniquement sur l'objet des communs. Donc, à ce moment-là, il y a incompatibilité. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument bien distinguer les communs naturels en droit, enfin, si on doit faire des traductions, il faut parler de natural commons et non pas de global goods correspondant à des ressources soumises à la propriété. Alors, je me dépêche sur la traduction et apport juridique de cette représentation des relations homme-nature. Vous avez énormément
de réflexion à avoir, puisque enfin, j'essaye d'aller dans cette direction-là. Tout d'abord, la communauté, comment représenter cette communauté. Il faut donc distinguer les deux catégories de communs. Vous avez la communauté qui est intégrée dans le commun universel. Donc cette communauté est ce que Judith Rochfeld appelle une communauté diffuse. C'est-à-dire que là, vous avez l'intégralité de l'humanité, les générations présentes et futures, et le vivant non humain, la biodiversité dans son ensemble. Et puis, en sachant effectivement qu'on a travaillé sur ces questions dans un GIP sur les échelles de communalité qui a été dirigé par Judith Rochfeld sous la commande, enfin le financement de la mission Droit et Justice. Et donc, voilà la communauté, une communauté diffuse pour le commun universel. Pour les communs territorialisés, eh bien, ça sera plutôt une communauté en lien avec un objet déterminé, territorialisé, une communauté qui peut être déterminable par un lien de rattachement qui va être critérisé. Donc, on disait tout à l'heure, les habitants, pour un système forestier, un écosystème forestier. Donc, vous allez avoir les habitants, les forestiers, les chasseurs, les promeneurs, les animaux migrateurs. Quand je parlais d'habitants, c'était humains et non humains, etc. Et donc, vous avez cette idée, ce que je représente un petit peu en dessous, c'est qu'effectivement, vous avez cette idée de communauté qui peut être plus ou moins ouverte ou plus ou moins fermée, en sachant que pour les communs universels, ce sera une communauté totalement ouverte. En ce qui concerne l'objet, donc cette fois-ci du commun naturel, donc il est clair que pour les objets du commun naturel, donc là, le qualificatif juridique, c'est la chose commune. Et là, effectivement, on a travaillé cette idée de chose commune, donc qui est inappropriable, mais dont l'usage est commun à tous, hein, c'est l'article 714 du Code civil. Alors, comme Catherine disait tout à l'heure qu'effectivement, ça laissait liberté à tout le monde d'utiliser comme il l'entendait, et moi, je pense, et pas toute seule évidemment, que ce régime, au contraire, peut être un régime restrictif par rapport à la propriété. Hein. L'usage commun, ça donne à l'homme un pouvoir réduit sur l'objet par rapport effectivement au droit de propriété. Un droit d'usage, c'est un droit totalement réduit puisque vous n'avez pas la possibilité de disposer du bien contrairement à la propriété. Et le fait que ça soit un usage commun à tous va obliger effectivement l'humain à conserver l'objet pour permettre justement cet usage par les autres. Donc voilà cet objet commun universel, donc, qui peut être qualifié de chose commune, et vous avez donc les objets des communs spatialisés, donc là qui peuvent être appropriés ou contenir des portions appropriées, et lorsqu'il y aura effectivement propriété, cette propriété va forcément être relativisée ou son assiette va être réinterrogée, puisque effectivement forcément il y aura pluralité d'usages, il y aura une communauté d'usage, et donc le propriétaire ne sera plus forcément un propriétaire exclusif, où il devra tenir compte effectivement d'autres droits ou d'autres usages, et donc on pourrait considérer le propriétaire comme un gardien privilégié. C'est l'idée effectivement de transpropriation de François aussi. Et puis effectivement, si on regarde l'objet, l'assiette, le propriétaire d'un sol n'est pas forcément le propriétaire de la biodiversité extraordinaire qui existe sur son sol. Donc là aussi, il y a des choses à revoir et effectivement à identifier. Si je dois me dépêcher, je vais aller plus vite. Et donc, je dirais pour finir que le commun, c'est aussi un intérêt commun défendable. Et donc, je suis un peu ce que disait Catherine aussi, puisqu'elle a parlé aussi d'intérêt. Hein. Et effectivement, il me semble que cette construction du commun naturel, une fois qu'on pose effectivement les différents éléments, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut identifier et défendre juridiquement, judiciairement, cet intérêt d'un commun naturel, cet intérêt commun.
Et donc, j'ai effectivement tenté d'analyser effectivement ces différents intérêts qui existaient et pour dire que effectivement vous aviez une communauté qui avait un intérêt donc en commun, un objet naturel et donc qui a un intérêt pour lui-même en tant que tel, et les deux peuvent être réunis au sein d'un intérêt du commun ou d'un intérêt commun. Alors, il me reste combien de temps? Je peux? Bon, non, de toute façon, mais parce que ça... Bon, voilà, et cet intérêt, je peux aller plus ou moins vite, passer là-dessus ou... 4 minutes, Marie-Pierre. Alors, je peux. Donc, dans cet intérêt du commun, vous avez l'intérêt du système dans son entier. Alors, il faut bien réaliser que ce n'est pas un intérêt individuel, ce n'est pas non plus l'addition d'intérêts individuels, comme on peut avoir dans les actions de groupe, par exemple, puisque effectivement cet intérêt n'est pas répartissable, n'est pas individualisable. Ce n'est pas non plus une référence à l'intérêt général protégé par l'État. C'est un intérêt pluri-individuel, trans-individuel, voire ici, donc dans notre cas de commun naturel, un intérêt qui est transversal, qui associe les humains et les non-humains, et qui est donc indivisible, non répartissable. Donc on intègre dans cet intérêt du commun l'intérêt à la fois de la communauté et l'intérêt de la chose pour elle-même, sans oublier effectivement les interrelations et les interdépendances entre communauté et choses. Donc on peut ensuite préciser quel est l'intérêt de la communauté et quel est l'intérêt de l'objet pour lui-même. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut défendre effectivement cet intérêt. Alors tout d'abord, précision effectivement, l'objectif de cette construction, ce n'est pas à nouveau que cet intérêt ou cette entité fasse l'objet d'une personnification. On pourrait avoir une entité juridique mixte représentant effectivement un commun naturel. Bon, c'est pas forcément c'est pas du tout ma priorité, et même j'évacue parce que pour moi c'est pas l'important. Pour moi l'important c'est pas cette individualisation, mais au contraire la reconnaissance par le droit de cette communalité, donc de tous ces éléments communs, donc de l'intérêt en commun, de l'intérêt du commun, et effectivement de cette approche systémique du commun naturel. Et donc et c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent, la focale. Et donc juridiquement, comment on peut défendre cet intérêt commun? Eh bien, c'est effectivement travailler sur la gouvernance et sur la régulation des éléments faisant partie de ce commun naturel humain, non humain. Et donc, on peut effectivement, il va falloir, si on approfondit cette théorie, travailler effectivement sur l'idée de gestion d'un commun naturel, territorialisé, ça sera plus facile. Et effectivement, vous avez les travaux d'Eleonore Ostrom. Il faut effectivement voir si on peut travailler sur la notion de fiducie qu'on a en France maintenant sur le modèle du trust, mais il y a encore beaucoup d'avancées à faire à propos de cette fiducie qui est complètement restreinte, enfin fermée, je dirais, dans sa façon de voir, d'être. Et puis, vous avez l'idée, effectivement, du fleuve en Nouvelle-Zélande, qui est une des seules lois qui, effectivement, intègre cette idée d'entité qui insère à la fois des écosystèmes et les tribus maoris, donc des éléments humains et non humains. Et puis, donc, autre façon de défendre cet intérêt commun et ces communs naturels, c'est effectivement l'action en justice, l'action en réparation, mais ça peut être aussi en prévention, mais en réparation des atteintes commises contre ces communs naturels. Et là, vous avez effectivement comme première illustration concrète l'action en réparation du préjudice écologique.
qui effectivement est, bon, on ne va pas se lancer sur l'action en réparation du préjudice écologique, mais effectivement, c'est un préjudice qui peut être qualifié de préjudice du commun naturel, puisque ça correspond effectivement à la lésion d'un intérêt du commun naturel, avec un regroupement effectivement d'intérêts qui ne sont pas exclusifs, mais inclusifs, d'intérêts à la fois humains, les bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement, et intérêts non humains, puisqu'on parle d'atteinte aux éléments et aux fonctions des écosystèmes. Si on en revient effectivement à ce défenseur des droits de l'environnement ou de l'environnement ou cette ombudsperson, effectivement, cette personne peut être un représentant, un titulaire de l'action en réparation du préjudice écologique ou titulaire peut être un représentant des communautés qui font partie de ces communs. Ça, c'est la première chose. Donc, il peut être titulaire de l'action. Il peut aussi, effectivement, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, permettre effectivement l'exécution ou la mise en œuvre des mesures de réparation liées au préjudice écologique. Donc, ce n'est pas du tout incompatible, cette notion de commun naturel n'est pas du tout incompatible avec cette représentation des intérêts par un ombudsman, une personne qui serait représentante de ces intérêts. Il n'y a pas d'incompatibilité. Voilà, je vous remercie.